Chers wargamers et wargameuses, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de Mark Simonitch, la troisième de cette série. Après avoir couvert Normandie 44 et France 40, changement de cadre, on part aujourd'hui au nord du continent africain pour découvrir North Africa 41, qui nous permettra de rejouer l'offensive de Rommel et la contre-attaque alliée. Comme d'habitude, le jeu utilise une grande part des règles communes à tous les jeux de la série, dites des OC, et aura son lot de règles spéciales pour rendre cette expérience unique et adaptée au terrain si particulier. Historiquement, après de premières offensives italiennes qui ont fait reculer les Anglais, le Commonwealth contre-attaque lourdement et repousse les forces de l'Axe jusqu'à la frontière avec la Tunisie. C'est la période suivant cette contre-attaque que le jeu couvre. Rommel arrive début 41 avec ses panzers et transforme la défense qui lui était demandée en attaque qui culbute les troupes alliées. Le jeu couvre cette avancée allemande jusqu'à la contre-attaque alliée des opérations Crusader. C'est désormais une tradition sur la chaîne, toute vidéo se doit de commencer par une petite présentation du matériel. Ici, on est sur tout ce qui est de plus classique chez GMT et la série de Mark Simonitch. On commence avec un livret de règles de 28 pages. Dans les normes de la série, on est sur ce qu'il y a de plus classique. On poursuit avec un playbook de 20 pages qui reprendra des exemples du jeu, mais aussi, et c'est intéressant, détaillera les choix qui ont été faits pour classifier les unités, notamment les tanks. 2 aides de jeu cartonnées de 4 pages accompagneront les joueurs, récapitulant les points les plus importants du jeu et facilitant grandement la vie. 2 fiches cartonnées recto-verso permettront de connaître l'ordre bataille pour les scénarios proposés, toujours pratique pour la mise en place. On retrouvera ensuite une grande carte du jeu, et quand je dis grande, je ne plaisante pas. Regardez par vous-même. Viennent ensuite les pions représentant les diverses unités et nationalités du jeu. 2 plaquettes de pions fourniront un total de 300 pions et 5 éléments cartonnés de jeu. Et au final, 2 dés, on ne peut plus classique pour vos divers jets. On est clairement sur le niveau qualité habituel chez GMT, et pour toute personne ayant déjà joué à un Simonitch, il n'y aura rien de surprenant. Les pions représenteront les unités combattantes ou non, ainsi que de nombreux éléments complémentaires nécessitant une visualisation sur le plateau de jeu. Que ce soit l'utilisation de bonus, les avions de soutien en passant par Rommel, mais aussi les divers états des unités, coupés de leur ravitaillement ou disrupted, ainsi que des fortifications. Nous détaillerons les unités dans le chapitre suivant. Jetons un œil plus longtemps sur cette grande et belle carte de la zone nord-africaine. Dans le coin, en haut à gauche, on trouvera la zone italienne où l'on placera les renforts de l'Axe, dont les pions sont disponibles dans la petite boîte à droite. Juste en dessous de cette boîte se situe le décompte des points de ressources de l'Axe. À gauche, on trouvera la piste de Malte, qui indiquera le niveau actuel de Malte et de sa défense, et rappellera les valeurs d'attaque pour les convois en fonction du résultat du dé. En dessous se trouve la zone de Tripoli, qui servira à l'Axe pour accumuler ses troupes et ses renforts qui débarquent d'Italie. Tout en bas à gauche, on stockera les pertes de l'Axe. Vous pouvez voir sur Benghazi que chaque grand port aura une piste pour indiquer son état. Cela jouera sur le nombre d'unités qui peuvent y débarquer et sur la capacité du port à soutenir des unités si nécessaire. Cela servira notamment à amener des renforts, vous pouvez le voir, le coût du transit lié aux unités de combat en haut dans un tableau dédié. Juste à côté sera la piste pour attaquer les ports. Car si les ports sont la clé du ravitaillement et du soutien, il faudra aller les démolir si possible, notamment ceux contrôlés par l'adversaire. Cette piste indique comment on y arrive. À droite de cette piste se trouve l'Anti-Shipping Table. Elle indiquera comment se passent les attaques sur les convois qui naviguent en Méditerranée. On y reviendra dans une partie dédiée car c'est crucial. On trouvera évidemment la piste des tours qui indique chaque tour les remplacements de chaque camp, les éventuels changements de supériorité aérienne, quand se déroule l'été et quelques informations historiques. En dessous, on rappelle les grandes phases d'un tour de jeu, découpées en impulsions. On trouvera aussi une zone pour déposer les unités retirées du jeu, ainsi que celles temporairement prélevées pour l'allié. À droite, 2 tables, une par camp,
permettant de gérer l'attrition de fin de tour. En dessous seront stockées les unités qui se sont rendues. Enfin, tout à droite, on trouvera un rappel des divers éléments de terrain de la carte, puis la piste pour indiquer les points de victoire, la zone pour stocker les rémanents alliés, et la piste des points de ressources de l'allié. En bas, à droite, vont se trouver diverses zones pour l'allié. La plus à gauche permet de stocker les réserves qui pourront être libérées plus tard dans la partie. On a ensuite la zone des unités éliminées, le stock des remplacements disponibles et la zone du delta du Nil. Voilà pour la carte. Elle est très grande, ce qui permet d'avoir beaucoup de zones pour ajouter des informations et des stockages de pions un peu partout. Très pratique pour avoir les choses à portée. Au niveau de la carte en elle-même, on retrouvera logiquement plusieurs types de terrains, car oui, quand on parle de désert, c'est un terme générique qui regroupe tout un tas de réalités sur le terrain. Le tableau intitulé Terrain Effect Chart récapitule l'ensemble des terrains et leur implication tant en termes de mouvement que de combat. Nous avons vu dans le chapitre précédent que l'on avait un bon paquet de pions différents pour toutes nos unités. Regardons tout cela en détail. Les compteurs sont divisés en 3 familles. Les unités qui ont une valeur de défense supérieure à 1 sont appelées des unités combattantes. Par opposition, les autres unités sont des unités non combattantes. Le reste des pions sont des marqueurs. Les unités ont en leur centre soit une représentation en symbole OTAN, soit une silhouette pour les tanks et autres gros machins du genre. On parlera pour eux d'unités silhouettées. Au-dessus, on trouvera pour les unités d'infanterie la taille de l'unité. En haut à gauche, on retrouve l'identification de l'unité. En bas, se trouve la caractéristique technique de l'unité, son attaque, sa défense et son mouvement. Les tanks auront à côté de leur valeur d'attaque une valeur de tank qui variera de 0 à 3. Les unités qui ont leur valeur de défense surlignée en rouge sont des unités d'élite. A l'inverse, celles surlignées en blanc sont des unités de moindre valeur combative. À droite, au milieu, on trouvera la valeur d'empilement, pouvant aller jusqu'à 2. Au-dessus, on trouvera soit le tour d'arrivée, soit le numéro de l'hexagone où se positionne l'unité au début du jeu. La plupart des unités ont 2 faces, une en pleine puissance et une réduite. Les QG et les artilleries, eux, n'ont qu'une face pour le combat et une autre pour dire qu'ils ont été utilisés, c'est-à-dire qu'ils ont apporté leur soutien. On classe les unités en unités mécanisées ou non. Les différents types d'unités entrant dans ces 2 classifications sont décrites dans les règles pour plus de facilité. De même, le jeu rappelle quels types on considère comme de l'infanterie, quels types sont des véhicules et lesquels sont silhouettés. C'est assez réduit, mais vital pour certains bonus et certaines règles. Voici maintenant des exemples d'unités non combattantes. Ici, un soutien d'artillerie et un camion. Notez que le camion, une fois chargé avec un point de supply, est retourné et devient un MSU. Comme vous pouvez le voir, elles ont dans certains cas une portée, ce sera le cas notamment pour les unités qui apportent un soutien au combat. Elles ont aussi, comme les autres, des caractéristiques d'attaque et ou de défense et de mouvement. Bien qu'à 0 pour ce qui est du combat évidemment. Comme vous pouvez le voir pour les artilleries, pas de valeur d'attaque, mais on a une valeur de défense entre parenthèses, elles l'utiliseront quand elles auront à défendre dans un hexagone attaqué. Un code couleur permettra par ailleurs de distinguer la nationalité des unités des 2 camps. Ce sera utile pour gérer correctement les remplacements. Un remplacement indien ne pourra pas servir pour une unité néo-zélandaise, par exemple. Enfin, rappelons que certaines unités les plus grosses n'ont pas 2, mais 3 pas. Les unités à 2 pas ont leur face réduite avec un gros trait blanc. Celles à 3 pas ont leur face réduite avec un fin trait blanc. Si elles perdent encore un pas, on les remplace alors par des unités rémanentes appropriées si vous en avez disponibles. On a parlé de l'identification des unités par un ou des numéros. Ceux-ci sont importants car les unités d'une même formation, c'est-à-dire d'un même groupe, pourront conduire des combats de poursuite. Il faudra donc autant que possible tenter de garder les régiments d'une même division proches l'un de l'autre. Voici pour un tour rapide des unités du jeu. La séquence de jeu se découpe en plusieurs phases. La première phase, dite phase de préparation, comprend les étapes suivantes. En premier lieu, chaque joueur dépose dans sa base 2 points de supply et les renforts qu'il reçoit. On jette ensuite un D6 pour voir si la piste de Malte évolue. On remet Rommel sur sa phase disponible. On déplace les unités qui sont rendues d'un cran. On traite les éventuelles actions de removals ou withdrawal, d'upgrade et de conversion. Ces questions feront l'objet de chapitres dédiés.
Une fois que la phase de préparation est terminée, on passe à la phase d'action. Celle-ci se déroule en 3 impulsions, sauf en plein été où la seconde impulsion n'est pas jouée, le soleil et la chaleur du désert rendant toute action trop complexe. Chaque joueur fera une impulsion, puis laissera le joueur de l'autre camp faire la sienne, avant de poursuivre et de faire l'éventuelle impulsion suivante. On gère ensuite une phase d'attrition, on lancera 2 dés pour chaque camp et on comparera le résultat aux tables imprimées sur la carte pour savoir si les deux camps perdent du supply et où. Enfin, pour la campagne, on mettra à jour les conditions de victoire. La phase d'action sera jouée impulsion par impulsion, en commençant toujours par le joueur allié. Elle se décompose de la manière suivante. Il y a en premier lieu une phase initiale, avec les étapes suivantes. On lance 2 dés pour savoir quel événement aura lieu. On peut ensuite utiliser des points de remplacement. On vérifie si les fortifications lancées lors d'un impulse précédent sont terminées. On retire les marqueurs de transport, que ce soit pour le rail, le bateau ou l'avion. Il y a ensuite une phase de mouvement, durant laquelle le joueur actif pourra, dans n'importe quel ordre, bouger une unité, conduire une retraite automatique ou lancer la construction d'un espace fortifié. Une fois qu'il aura fait les actions de toutes les unités qu'il souhaitait et pouvait activer, on a la possibilité de faire une action de destruction de port ou bien de reconstruction de port. Et ensuite la phase de combat. Le joueur actif conduit les combats un par un, dans l'ordre de son choix. Quand les combats sont terminés, il y a une phase de récupération pour que les unités disruptives ou en full retreat, et qui ne sont pas dans une ZOC ennemie, regagnent un niveau de leur état. Celles présentes dans une ISOC doivent par contre lancer un dé de ralliement. On verra cela plus tard. On enlève ensuite les marqueurs de remplacement. Vient, enfin, la phase de supply, où l'on va contrôler le ravitaillement de chaque unité du camp qui vient de jouer, puis jeter d'éventuels dés d'isolement pour les unités concernées. Enfin, on peut utiliser les pions de ravitaillement pour retourner des artilleries sur leur face disponible. On termine par une phase où l'on place ces marqueurs de délai. Au nombre de 2 pour chaque camp, on pourra positionner tout marqueur qui n'est pas déjà sur la carte en respectant certaines règles exposées plus tard dans la vidéo. Puis on jettera 2 dés, on retire les éventuels marqueurs de délai indiqués par les événements ou volontairement. C'est la fin de l'impulsion pour le joueur actif. Si c'était le joueur allié, c'est au tour de l'axe. Sinon, s'il reste des impulses, on passe à l'impulse suivant et on suit la même logique. Les limites d'empilement sont assez simples, comme dans tous les jeux de la série de Simonich. On ne pourra dépasser 5 points d'empilement par hexagone. La valeur d'empilement d'une unité est indiquée sur son pion et vaudra de 0 à 2 points. On pourra empiler autant d'unités à 0 que nécessaire. Toutes les unités non combattantes et les AUC compteront pour 0. Les unités à silhouette vaudront toutes 1, et on ne pourra avoir plus d'unités silhouettes gratuites par hexagone. Voici des exemples de piles valables. Cette limite d'empilement pourra être dépassée durant un déplacement, une retraite ou une avance après combat. Mais elle devrait être strictement observée à la fin de la phase de mouvement et de combat de chaque joueur ou lors de chaque retraite automatique ou poursuite. Le joueur actif devra à ce moment-là supprimer les unités nécessaires avant de retrouver un empilement valide. Notez qu'il n'y a pas de règle particulière pour empiler les unités de nationalités différentes d'un même camp. On peut les combiner comme on veut, tant que la limite de 5 points et une silhouette est respectée. On distinguera 3 types de mouvements. Le mouvement terrestre, le mouvement par rail et le mouvement maritime. Ce dernier mouvement sera traité en détail dans un chapitre dédié. Le mouvement est plutôt classique pour ce qui est de la partie terrestre. Lorsque l'on déplace une unité, on consomme ses points de mouvement en payant le coût pour chaque hexagone dans lequel on rentre. Cela fonctionne pareil avec une pile d'unités évidemment, en bougeant au maximum du mouvement de l'unité ayant le moins de points de mouvement. Une pile pourra déposer des unités durant son mouvement sans que ces unités laissées en chemin puissent ensuite se déplacer. On doit évidemment terminer le mouvement en cours avant de passer à l'unité ou la pile suivante. De même, on ne pourra entrer dans un hexagone occupé par une unité adverse. On pourra suivre des routes pour notre mouvement et ainsi déplacer les troupes plus rapidement. Par route, on entend ici tant la route côtière que les pistes dans le désert, même si elles n'offrent évidemment pas les mêmes bonus. En suivant une route, on profite du coût réduit de déplacement.
Ainsi, une unité mécanisée ne payera qu'un quart de point de mouvement en utilisant la grande route et un demi sur les pistes. Pour les unités non mécanisées, cela fonctionne différemment. Si une unité non mécanisée fait tout son trajet le long d'une route, elle gagne un bonus de 5 hexagones si c'est pour la route côtière ou de 1 hexagone s'il s'agit de pistes. Ainsi, une unité d'infanterie pourra par exemple parcourir 8 hexagones en profitant du bonus de route sur la grande route, mais uniquement 1 hexagone de plus sur les pistes. On pourra, pour les unités mécanisées, utiliser un mouvement étendu qui rajoute 3 points de mouvement. Une unité mécanisée qui utilise son mouvement étendu ne pourra être en contact avec une ISOC qu'à son démarrage. Ensuite, chaque hexagone emprunté doit être libre de présence ennemie et de ZOC ennemi. Autre mouvement courant, le mouvement tactique. C'est un mouvement qui n'utilise pas de point de mouvement, mais permet de se déplacer d'un ou deux hexagones, quel que soit le terrain, mais qui nécessite de respecter les règles suivantes. On devra toujours s'arrêter en rentrant dans une ZOC ennemie. On ne peut franchir un terrain infranchissable pour l'unité utilisée. Le désert aussi aura une incidence sur le mouvement. En dehors du coût des mouvements en fonction du terrain d'hexagone, on distinguera quelques cas spécifiques. Il y a des hexagones désertiques sans marquage. On les traite comme des hexagones normaux, mais aucune unité ne peut, dans une phase de mouvement ou de combat, franchir plus de 2 hexagones désertiques de ce genre. Les unités ne pourront pas quitter la carte à part dans le cas d'un déplacement vers les boîtes de camp. Les escarpements, s'ils ne sont pas franchis via une route, ne pourront être franchis par les unités mécanisées ou coûteront un point de plus pour les autres unités. On parle d'unité mécanisée, mais on aura une unité un peu particulière qui sera centrale sur votre partie, les camions. Chaque camp aura des camions et pourra en recevoir d'autres durant la partie. Les camions se déplacent comme toute unité mécanisée, mais ils pourront durant leur mouvement charger et ou décharger gratuitement des unités. Chaque camion pourra transporter une unité de combat, un pion de remplacement ou un pion de supply. Charger ou décharger ne coûte pas de points en plus et transformera votre unité non mécanisée en unité mécanisée aussi longtemps que ces unités sont à bord de camions. Pour être chargé, une unité ne doit pas avoir fait d'autres déplacements ce tour et il faut qu'un camion soit sur son hexagone, y compris au milieu du mouvement d'un camion. Une fois qu'un camion a déplacé une unité, il ne pourra rien charger d'autre, même s'il a déchargé une unité au milieu de son mouvement. Un camion sans unité de combat ne peut entrer dans une ZOC ennemie. Les camions apportent aussi un mouvement spécial, le Truck Special Transfer. Ce mouvement permet à un camion, au lieu de se déplacer, d'être transporté directement dans une boîte hors carte, ou sur une unité de combat amie, ou sur un point de supply. Pour effectuer ce mouvement, un camion doit être ravitaillé complètement au début du mouvement, et pas uniquement par un port. En faisant ce mouvement, les camions doivent être vides. Notez bien que les camions n'ont pas de ZOC en eux-mêmes, et ils peuvent être détruits ou capturés par l'adversaire. Donc faites bien attention à vos camions, ils seront précieux pour votre mouvement sur les longues distances de cette carte. Penchons-nous maintenant sur le mouvement par rail. Les alliés pourront mener un mouvement par rail chaque impulse en utilisant la seule ligne de train qui va de la vallée du Nil jusqu'à Mersamatrou. Cette ligne sera prolongée en fin de partie jusqu'à Michaifa. L'allié pourra choisir de déplacer soit une unité de combat, soit un pion d'emplacement, soit un pion de supply en utilisant le déplacement par train. Cela consommera tous les points de mouvement. Les unités ne pourront monter ou descendre du train que dans la vallée du Nil, les villes et les villages ou les lieux-dits. Quand une unité descend du train, on lui appose un marqueur de transport par rail qui sera enlevé au début de la position suivante. L'unité ou le pion avec ce marqueur ne pourra être utilisé pour rien tant qu'il est sous ce marqueur. Notez aussi qu'on ne pourra entrer ou quitter une ZOC ennemie durant le mouvement par rail. Comme toujours dans les jeux de cette série, nous aurons autour d'une unité une ZOC, une zone de contrôle. Elle s'étend sur tous les hexagones entourant une unité de combat. Les autres unités, telles que les camions ou les remplacements, n'exercent pas de zone de contrôle. Ces ZOC auront un effet sur le mouvement. En effet, toute unité qui entre dans une ZOC ennemie, une ISOC, doit arrêter son mouvement. Une unité qui commence son mouvement dans une ZOC peut la quitter, mais cela coûte 2 points de mouvement en plus que le coût normal de la case de destination. De même, si une unité débute son mouvement dans une ZOC, elle peut faire un mouvement vers une autre ZOC et arrêter là son mouvement. On parle de mouvement de ZOC à ZOC. Dans certains cas, on observera des ZOC limités. Une ZOC est limitée uniquement par 2 cas possibles. Par une unité qui est en bas d'un hexagone escarpé.
Elle n'exerce qu'une zoque limitée sur le terrain au-dessus de l'escarpement. Ou si une zoque s'étend à travers une fortification adverse. En cas de zoque limitée, l'adversaire n'est pas obligé de s'arrêter, et pour quitter la zoque limitée, cela ne rajoute que +1 au mouvement au lieu du +2 normal. Enfin, contrairement aux autres jeux de la série, ici, il n'y a pas de zoque bound. Et non, à la place, on rencontrera le concept de zoque superposée. Une case est dite dans une overlapping zoque si elle est située dans une zoque non limitée de 2 unités différentes. Ces zoques superposées ont une influence puisqu'elles coupent les lignes de retraite ou de ravitaillement, et une unité qui est out of supply n'a pas le droit de rentrer dans une zoque superposée. Notez que la présence d'une unité amie dans une zoque superposée l'annule. Une fois la phase de mouvement terminée, le joueur dont c'est le tour peut choisir de lancer volontairement des combats. Il pourra le faire sur tout hexagone occupé par des unités ennemies adjacentes à une de ces unités. Il ne pourra évidemment le faire que s'il cible un hexagone dans lequel ces unités peuvent rentrer. L'attaquant choisira l'hexagone cible, puis annoncera ensuite quelles unités des hexagones adjacents à cette cible participent au combat. Une unité ne pourra conduire une attaque ou être attaquée plus d'une fois par phase de combat, sauf dans le cas des combats de percée que nous verrons plus loin. Toutes les unités de l'hexagone attaquées vont bien évidemment se défendre ensemble, on n'opère pas de sélection de cibles. Une fois l'hexagone ciblé et les unités attaquantes indiquées, on va pouvoir calculer le ratio de combat. Pour cela, on fera la somme des puissances d'attaque des unités de l'attaquant avec un maximum de 30. Tout ce qui est au-dessus sera perdu. Ensuite, on fera la même chose avec la somme des puissances de défense des unités attaquées avec un maximum cette fois-ci de 15. Ces deux valeurs nous permettent alors de calculer le ratio de combat en arrondissant le ratio à l'inférieur évidemment. Cela veut dire qu'un 29 contre 15 sera un 1 contre 1 par exemple. Donc le moins de points d'attaque ou de défense en plus pourra rapidement être important. Pensez-y. Notez que le ratio minimal sera de 1 contre 3. En dessous, vous n'aurez pas le droit d'attaquer. De même, tout ratio supérieur à 7 contre 1 sera ramené à la colonne 7 contre 1. Une fois que le ratio de base est calculé, on vérifie si des décalages d'unités d'élite ou de tank doivent être pris en compte. Je reviendrai sur ces décalages un peu plus tard dans le chapitre. Ensuite, l'attaquant décide s'il utilise un attaque supply et un soutien d'artillerie et ou un soutien aérien. Petite pause ici pour parler de l'attaque supply, car c'est des plus importants. Dans le cas où l'attaquant veut pouvoir utiliser un bonus de tank ou avoir une puissance de combat de 10 ou plus, il va devoir utiliser un attaque supply. Cela lui coûtera un SP, qu'il pourra payer soit en retournant un ASU, soit en consommant un SP à sa portée. On verra un peu plus loin ce que sont les SP. S'il le fait, toutes les unités à portée de l'ASU ou du SP pourront bénéficier du bonus de tank et de leur puissance de combat au-dessus de 9. Autrement, même s'il y a des tanks, il ne pourra pas bénéficier d'une bonus de tank, et même s'il a 30 points de puissance d'attaque, on ne comptera rien au-dessus de 9. Dans la série de Simonich, c'est assez spécifique à NA41, pour bien représenter les difficultés d'approvisionnement des deux camps dans ce vaste espace désertique. Et croyez bien que cela va vous faire des nœuds au cerveau pour vous en dépêtrer. C'est en partie ce qui fait le sel du jeu. Enfin, un ASU allemand ou italien ne pourra servir que si au moins une unité de sa nation est impliquée dans le combat. Le défenseur, à son tour, décide s'il utilise un soutien d'artillerie ou aérien. On obtient alors le ratio final, qui nous servira à déterminer la colonne dans la table de combat sur laquelle on jette un D6. On regarde alors le résultat, on applique les pertes éventuelles, puis on conduit une défense déterminée si elle est possible et si le défenseur le souhaite, et enfin, si nécessaire, on repère la retraite. Si le défenseur est détruit ou s'il retraite, l'attaquant peut alors mener une avance après combat, voire même des combats de percée. Voilà, rien de compliqué, je vais détailler certaines des parties cruciales dans les chapitres suivants, mais pour résumer, on calcule les puissances de combat de l'attaquant et du défenseur en prenant en compte les maximums, afin de connaître le ratio et donc la colonne de combat. On applique les décalages éventuels, on lance le dé de combat, on applique les pertes, on conduit une défense déterminée si on peut et si on le veut, on opère une éventuelle retraite, et l'attaquant, s'il peut, mène une avance après combat qui peut déboucher sur des combats de percée. Comme je le disais durant le chapitre précédent, nous allons pouvoir avoir des décalages durant le combat. Je vais les détailler durant ce chapitre. Tout d'abord, notez que les unités ne pourront voir leur puissance doublée ou divisée par 2 qu'une seule fois.
qu'importe le nombre de facteurs qui se cumulent. Ensuite, on n'a pas parlé au chapitre précédent, mais le terrain aura évidemment un impact sur les capacités de combat. Ainsi, les unités verront leur puissance divisée par 2 dans les cas suivants. Si c'est une unité mécanisée qui attaque au travers du périmètre de Tobruk, si c'est une unité qui attaque du bas d'un escarpement vers le haut ou à travers une crête, si c'est un tank qui attaque une troupe qui a un meilleur tank, en attaquant, bien qu'étant non ravitaillé, et enfin les unités en défense qui sont disruptibles ou sous un marqueur de transport naval ou ferroviaire. Si le terrain lui permet et qu'il a opéré un soutien d'attaque, nous verrons cela dans un chapitre suivant, l'attaquant peut bénéficier du bonus de tank dans ses combats. Il peut évidemment aussi en souffrir s'il attaque une unité avec des tanks sans en avoir. Le terrain interdit le bonus de tank si le défenseur est dans une fortification, ou dans un djebel, ou en ville. Ou alors si l'attaquant attaque à travers un escarpement ou le périmètre de Tobruk. On ne gagnera pas le bonus de tank, par contre la présence de tank suffira à interdire le bonus au défenseur. Le bonus de tank se calcule assez simplement. Dans chaque pile, on comptera le meilleur bonus de tank présent et on le compare avec le bonus du camp d'en face. Si le défenseur n'a aucun tank ou une unité de 88 avec lui, considérez que sa valeur est de 0. Si la différence de valeur est en faveur de l'attaquant, il gagne un décalage par point de différence, jusqu'à un maximum de 2. Un tank avec une puissance de 3 de tank ne gagnera donc que 2 de décalage contre des troupes à pied, mais c'est déjà très bien. Si l'attaquant a de moins bons tanks, il ne gagne pas de bonus et ses tanks voient leur attaque divisée par 2. Et s'il n'a pas de tank du tout et que le défenseur en a, alors il a un décalage de 1 en faveur du défenseur. Le combat d'élite donne un bonus de décalage d'un cran à l'attaquant quand des unités d'élite d'infanterie et de tank attaquent ensemble. Pour rappel, les unités d'élite sont indiquées par une valeur de défense surlignée en rouge. Cela vous laisse imaginer la puissance d'impact des unités de Panzer accompagnées par des troupes d'élite allemandes. En tant que joueur allié, vous n'allez clairement pas les aimer. L'attaquant puis le défenseur peuvent utiliser un soutien d'artillerie si une unité d'artillerie est à portée et en bon état. C'est en premier à l'attaquant de choisir s'il utilise une telle unité, puis ensuite au défenseur. Chaque support d'artillerie demandera soit de retourner un ASU, une artillerie support unit, sur sa face utilisée, soit de consommer un point de supply. Notez qu'un ASU allemand ou italien ne pourra soutenir un combat que si au moins une unité de sa nationalité est impliquée dans le dit combat. Revenons sur ce supply dont on a parlé plusieurs fois dans la vidéo déjà. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Là où les points de supply étaient notés sur une table avec un marqueur dans Normandie 44, North Africa 41 apporte plus de profondeur au concept et permet de visualiser l'approvisionnement sur le plateau sous forme de pions nommés Supply Point ou SP. Ces SP vous permettront donc de mener des assauts de grande ampleur, comme mentionné dans le chapitre du combat, mais vous serviront aussi à recharger vos artilleries et apporter des soutiens d'artillerie. Vous en doutez, ce sera donc un élément crucial du jeu. Et cerise sur le gâteau, il ne se déplace pas tout seul. Et oui, il va falloir utiliser vos précieux camions pour faire des allers-retours en permanence depuis votre zone hors carte pour ravitailler vos troupes et leur fournir le soutien nécessaire. Et plus vos troupes avanceront, plus le trajet sera long et donc moins elles seront efficaces. C'est pas beau la vie ? Les points de supply seront donc vraiment au cœur du jeu et à vous de chercher à les économiser, tout comme vous tenterez aussi de ralentir l'arrivée de ceux de votre adversaire. Les pions mis à disposition pourront être combinés, séparés, autant que nécessaire et cela gratuitement. Leur portée d'utilisation est de 3 hexagones s'ils sont seuls, mais sera celle de l'ASU s'ils sont placés dans le même hexagone qu'un ASU. Du coup, se pose la question, comment on gagne des SP ? On en reçoit automatiquement 2 par tour que l'on place dans sa boîte hors carte. Donc en Italie pour l'Axe et dans la vallée du Nil pour le joueur du Commonwealth. Évidemment, 2 par tour, alors qu'on peut avoir jusqu'à 3 impulsions par tour, ça fait pas BZF. Du coup, on cherchera à les économiser. Un autre moyen permet de gagner un point de supply gratuit. À la fin de sa phase de combat, un joueur gagne un point de supply gratuit s'il n'a conduit aucune attaque ou généré de DS automatique, et si aucune de ces unités qui a bougé ne l'a fait autrement qu'en utilisant un mouvement tactique, un déplacement ferroviaire, naval ou aérien. Tout autre déplacement empêche d'obtenir le SP gratuit. Si ces points sont respectés, il gagne un point de SP à placer soit dans sa zone hors carte, soit sur un QG ravitaillé.
Enfin, étant donné que ces points de supply sont disponibles en tant que pions, on peut les capturer. Eh oui. Si une unité ennemie entre dans un hexagone contenant des SP, il lance un dé par SP. Sur un 1 ou un 2, le SP est détruit. Sur un autre résultat, il est capturé par l'adversaire. Cette capture est gratuite, vous ne dépensez pas de points de mouvement pour cela, et vous posez un de vos SP à la place et pouvez poursuivre votre chemin. Notez que pour éviter cela, un joueur peut détruire ses SP volontairement durant son tour, sans qu'il n'y ait de coût à cette action. À utiliser en dernier recours, évidemment. Même si on ne se servira pas toujours de cette règle, elle sera utile lors des impulses au milieu de partie, où le front est plutôt figé et on cherche à accumuler des SP. Car vous le verrez, on peut aussi en perdre durant l'attrition. Quand le résultat du combat entraîne une retraite, le défenseur peut tenter une défense déterminée pour annuler la retraite, tant qu'au moins un pas d'unité a survécu au combat. Un succès de la défense déterminée annule la retraite et donc par extension l'avance après combat et un éventuel combat de percée. Comment gérer cela ? Une fois que les pertes dues au combat ont été prises en compte, le défenseur qui doit retraiter choisit une ou des unités qui doit reculer pour être l'unité qui dirigera la défense déterminée. Comme vous pouvez le voir sur la table de défense déterminée, le terrain sur lequel se défend l'unité indiquera la colonne à utiliser. Il est plus facile de s'accrocher à une zone fortifiée ou une ville qu'à des étendues de sable. L'unité qui défend aura des bonus ou des malus qui pourront affecter son jet. Si le résultat du combat était coloré en orange, elle aura -1. Si c'est une unité de mauvaise qualité, elle a aussi -1. A l'inverse, si c'est une unité d'élite, elle aura un +1. De même, on pourra consommer un soutien d'artillerie ou aérien pour gagner un bonus sur le dé, mais un seul, on ne peut cumuler ces deux soutiens. Une fois les bonus et les malus calculés, on jette les dés et on vérifie le résultat. Si elle donne un F, c'est un échec, et on traite l'éventuelle perte qui va avec. Évitez les 1, donc. Si c'est un succès, la défense déterminée réussit et la retraite est annulée. Notez que le défenseur peut mourir en réussissant en même temps sa défense déterminée. Dans ce cas, l'attaquant ne pourra conduire qu'une avance limitée après le combat, c'est-à-dire occuper la zone du défenseur. Et c'est tout. En cas de réussite de la défense, on peut par ailleurs infliger une perte supplémentaire à l'attaquant. Mais vous aurez sans doute remarqué que presque toutes les défenses déterminées induisent une perte chez le défenseur, sauf gros jet sur une défense déterminée dans une ville ou une fortification. On n'emploiera donc pas ça là de manière systématique, mais bien au cas par cas, quand on ne doit surtout pas retraiter. Si une pile d'unités est détruite en cas de retraite, alors elle peut tenter une défense désespérée. Tant qu'il y a des unités dans sa pile, le défenseur choisit une unité pour mener la défense déterminée, et perd un pas s'il échoue. Il peut continuer ainsi jusqu'à rencontrer un succès ou que toutes ces unités soient détruites. C'est typiquement le genre de dé que l'on fera si nos unités sont entourées et forcées à la retraite. Croyez-moi, dans ces cas-là, on prie ce que l'on peut pour qu'on réussisse au moins un jet. Lorsque le résultat du combat indique que le défenseur doit retraiter et que l'on n'a pas conduit de défense déterminée ou échoué à le faire, on doit reculer d'un nombre d'hexagones indiqués par le résultat du combat. Durant sa retraite, si plusieurs unités composent la pile qui doit retraiter, elles peuvent se séparer. Mais toutes les retraites doivent suivre la ligne de conduite suivante, par ordre de priorité décroissante. On ne peut entrer dans un hexagone qu'une fois durant sa retraite, pour éviter les petits malins qui voudraient faire des allers-retours et zigzaguer. On tente de retraiter vers des hexagones qui nous évitent une élimination. Si possible, la retraite doit éviter les zoques adverses. Si ce n'est pas possible, une case de la retraite peut entrer dans une zoque adverse, à condition que ce ne soit pas une zoque superposée. Mais après cet hexagone, tous les hexagones de la retraite doivent être exempts de zoques adverses. Une unité alliée qui ne fait pas partie du présent combat annule les zoques ennemies dans ce calcul. Si possible, chaque hexagone de la retraite doit écarter l'unité de l'hexagone où a eu lieu le combat. Et enfin, si on peut, l'unité qui retraite doit chercher à être ravitaillée là où se termine sa retraite. Notez que si la retraite vous pousse obligatoirement dans un hexagone occupé par un adversaire, la retraite est jugée légale et l'unité en retraite est détruite. Gloops. En faisant une retraite, on a le droit de terminer en dépassement d'empilement, l'overstacking. Il faudra corriger avant la fin de la phase de mouvement suivante du défenseur. Les unités non combattantes peuvent retraiter aussi, mais pas les SP évidemment. Notez qu'un camion en retraite peut embarquer une unité ou un SP avec lui. La retraite peut évidemment conduire à une élimination des unités.
C'est ce que l'on recherchera évidemment. Cela arrivera dans les cas suivants. Si l'unité retraite dans un hexagone tenu par l'adversaire. Si elle retraite dans une zoque ennemie et que c'est la seconde isoc qu'elle rencontre durant sa retraite. Si elle retraite dans des zoques ennemies superposées. Si elle termine sa retraite dans une zoque ennemie, une unité mécanisée, elle, bénéficie d'un bonus d'un hexagone si ce cas arrive et qu'elle peut quitter la zoque ennemie et éviter l'élimination, sans avoir le droit évidemment de rencontrer deux zoques ennemies d'affilée. Si la retraite fait sortir l'unité de la carte, à moins que ce soit vers la boîte hors carte de son camp, évidemment. Si la retraite force l'unité à passer dans un hexagone ou un bord d'hexagone qui lui est interdit dans ses mouvements. Si une unité termine sa retraite dans un hexagone occupé par une unité amie et que cet hexagone est ensuite attaqué, autrement que par un combat de percée, alors elle ne fournit pas de valeur de combat pour le défenseur. Elle ne peut être utilisée pour absorber les pertes du défenseur et elle sera détruite si elle est obligée de retraiter de nouveau. Dans l'hypothèse où le premier hexagone de la retraite conduit l'unité dans une zone fortifiée ou une ville, alors l'unité en retraite peut s'arrêter là, même si elle avait d'autres hexagones à parcourir ensuite. Une des spécificités du jeu sera le fait que les unités peuvent se rendre. Les unités se rendent dans les cas suivants. Si c'est une unité non mécanisée qui est forcée de retraiter de plus de 2 hexagones ou forcée de retraiter 2 fois dans le même combat. Notez que si un camion vide était sur leur hexagone, il peut les embarquer en faisant des unités mécanisées. Si c'est une unité qui termine sa retraite en étant non ravitaillée et qu'elle est détruite. Si c'est une unité qui est dans un port et que son ravitaillement passait uniquement par ce port au moment de sa retraite. Les unités qui sont capturées ne terminent pas dans la boîte des unités détruites, mais sur une piste dédiée, celle des troupes qui se sont rendues. Cela fait que durant 2 tours, elles ne pourront être reconstruites. On les place à gauche lors de la piste de reddition, et durant la prochaine phase de préparation, elles passeront d'un cran vers la droite. Et durant la phase suivante, elles iront ensuite dans la boîte des unités détruites de leur camp, les rendant de nouveau disponibles pour être reformées. Si le défenseur est éliminé ou a dû retraiter suite au combat, alors toutes les unités attaquantes ayant participé au combat peuvent conduire une avance après combat. On ne compte ici pas les points de mouvement, mais uniquement des hexagones. On devra observer durant cette avance après combat les limites d'empilement. La longueur de l'avance est déterminée par le résultat du combat, mais en prenant en compte que les Matildas et les unités non mécanisées ne pourront jamais faire plus de 2 hexagones d'avance, même si le résultat indique plus. En cas d'avance limitée, c'est-à-dire quand le défenseur meurt durant un échange ou une défense déterminée fatale, on ne pourra que venir prendre le contrôle de l'hexagone du défenseur. Dans tous les autres cas, les unités accomplissant une avance après combat peuvent le faire dans n'importe quelle direction sans avoir à passer d'abord par l'hexagone que le défenseur abandonne. Notez que les zones ennemies auront tout de même une influence sur l'avance. Si on entre dans l'hexagone laissé par le défenseur, aucune zoque n'est prise en compte. Ensuite, chaque zoque ennemi rencontré arrête le mouvement de poursuite. C'est-à-dire que dans le cadre d'une avance après combat, on peut rentrer dans une zoque, mais encore mieux, on peut rentrer dans une zoque superposée. Les avances après combat vous permettront donc, si vous passez par l'hexagone laissé par le défenseur, de pénétrer à l'intérieur du dispositif défensif de l'adversaire. C'est à ne pas négliger. Toute avance après combat qui donne droit à au moins 2 hexagones d'avance peut être utilisée pour conduire un combat de percée. Seules les unités mécanisées, les unités embarquées dans les camions comptent comme telles, peuvent conduire un tel combat. La séquence est la suivante. On commence par déclarer quelle pile sera celle qui conduit le combat de percée. Si c'est une pile qui vient de se former au sein de l'hexagone laissé par le défenseur, préparez dès à présent le groupe. Faites l'avance après combat du groupe de percée et conduisez le combat de percée qui en résulte. Ensuite, faites l'avance après combat des autres unités qui n'étaient pas au sein du groupe de combat. Elles ne pourront évidemment pas lancer un combat de percée elles aussi. Notez aussi les points suivants. Le groupe de combat doit respecter la limite d'empilement. Toutes les unités du groupe de combat, à l'exception d'une seule, doivent être de la même formation. On parle de formation pour les unités appartenant à la même division. Les Anglais, répartissant leurs tanks un peu partout, même s'ils n'ont pas le même numéro de division en commun, les unités mécanisées anglaises sont considérées comme faisant partie de la même formation. L'unité qui se lie au groupe de combat peut venir d'une autre formation, et dans le cas de l'Axe, elle peut être italienne et accompagner les Allemands si le pion Commando Supremo est activé. Seules les unités ayant participé au combat pourront prendre part à ce combat de percée, sauf utilisation de la règle tag along, une règle optionnelle.
Le fait de lancer un combat de percée coûtera un hexagone de l'avance après combat. Vous ne pourrez donc réellement attaquer que les unités à portée directe de vos troupes engagées dans le combat initial. Durant le combat, on ne pourra pas utiliser de soutien d'artillerie, d'aviation ou de défense déterminée. Si on a utilisé un attaque supply pour le combat initial, il continuera à faire effet pour le combat de percée. Si le combat de percée échoue à éliminer la cible ou à la forcer à la retraite, l'avance après combat est terminée. A l'inverse, si le combat réussit, l'attaquant peut poursuivre son avance après combat. L'hexagone occupé par la nouvelle cible étant gratuit dans ce mouvement, le coût ayant déjà été payé pour lancer le combat de percée. Notez que même si vous remportez ce second combat de percée, votre avance n'est comptée qu'avec les hexagones gagnés lors du premier combat. Le combat de percée ne vous donne pas droit à de nouveaux hexagones d'avance. S'il vous reste encore des points d'avance après un combat disponible, vous pouvez tout à fait poursuivre avec un autre combat de percée. Petit rappel, contrairement à un combat normal, une unité pourra se défendre et retraiter plusieurs fois contre un combat de percée. Une unité peut perdre un combat, retraiter, être attaquée au combat de percée, retraiter de nouveau, être encore attaquée, etc. Notez enfin que l'avance après combat s'arrête si vous entrez dans une zoc, autre que celle de l'unité que vous venez de vaincre dans le combat de percée. Les unités sont en général en bon état, good order en anglais. Mais dès qu'elles seront en retraite, on leur apposera un pion disrupted ou full retreat selon le résultat du combat. Globalement, une unité en retraite sera disrupted et passera en full retreat sur des résultats DR4 ou DS, ou si une unité disrupted subit de nouveau une retraite. Enfin, on pourra aussi passer en full retreat volontairement. Une unité disrupted subit les pénalités suivantes. Elle ne pourra utiliser que du mouvement tactique et ne pourra utiliser du mouvement par rail, bateau ou quitter une boîte hors carte. Elle ne pourra pas attaquer et se défendra avec une force divisée par 2, arrondi au supérieur. Elle ne pourra être l'unité dirigeante d'une défense déterminée. Elle ne pourra apporter aucun soutien d'artillerie si c'est une AESU, ni retourner sur sa face pleine. Et elle ne pourra recevoir de remplacement. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt contraignant. Heureusement, elles conservent tout de même leurs ZOC, et leurs éventuels décalages de tank. Les effets de full retreat sont les mêmes que pour la disruption, avec en plus, les unités en full retreat n'ont pas de ZOC. Elles peuvent utiliser l'entièreté de leur mouvement. Elles ne peuvent entrer ou se déplacer sur une ZOC que s'il y a des troupes amies qui ne sont pas en retraite. Autrement, l'unité devra être détruite. Elles ne pourront quitter la carte pour les zones hors carte, ni entrer dans des ports, aérodromes, fortifications, villes contrôlées par l'ennemi, ni entrer dans un hexagone contenant des unités ennemies, qu'elles soient combattantes ou non. Elles devront conduire une retraite automatique de 2 hexagones si une unité combattante ennemie arrive au contact et que l'unité en full retreat n'est pas elle-même sur le même hexagone qu'une unité en bon ordre. Elles pourront ne retraiter que d'un hexagone si cela les amène sur une unité amie en bon état. En combat, elles auront une défense de 0 et si elles sont empilées avec des unités amies, elles n'apporteront rien, pas même de décalage de tank. Elles pourront retraiter encore et encore sans subir de pénalité. Un joueur, durant sa phase de mouvement, peut volontairement passer des unités en full retreat. Elles pourront alors ensuite utiliser l'entièreté de leur mouvement. L'idée est que les unités en full retreat sont plus difficiles à détruire vu qu'elles retraitent automatiquement dès qu'un ennemi arrive. Toujours utile quand on veut sauver des unités loin des autres, au moins essayez. Durant la phase de récupération, toutes les unités disrupted ou en full retreat qui ne sont pas dans une ZOC ennemie peuvent gagner un niveau d'état. Les unités disrupted redeviennent en good order et les unités en full retreat deviennent disrupted. Si par contre elles sont dans une ZOC ennemie, elles devront jeter un dé sur une table de ralliement. Sur 5+, elles améliorent leurs conditions d'un niveau, avec comme modificateur de dé, +2 si elles occupent un port ou une fortification, c'est non cumulatif, +1 pour les unités d'élite, et par contre -1 pour les unités de faible qualité. Durant le tour de chaque joueur, à la phase de ravitaillement, on vérifiera si les unités combattantes, les camions et les renforts sont ravitaillés ou non. Si une unité n'arrive pas à tracer une ligne de ravitaillement, alors elle se verra apposer un marqueur out of supply pour l'indiquer. Et si elle l'avait déjà, alors ce marqueur est retourné. On distinguera 2 types d'approvisionnement. L'approvisionnement complet, ou full supply, pour les unités qui sont dans les boîtes hors carte ou qui arrivent à tracer une ligne de ravitaillement jusqu'à ces boîtes hors de leur carte de leur camp. Et l'approvisionnement portuaire pour les unités qui ne sont pas en approvisionnement complet, mais peuvent tracer une ligne d'approvisionnement jusqu'à un port ami.
La différence étant que les ports ne peuvent soutenir qu'un certain nombre d'unités, à savoir 2 fois leur capacité de port actuelle. D'où l'intérêt de cibler les ports ennemis par exemple. Pour tracer une ligne de ravitaillement, on trace une ligne continue avec une portion terrestre, puis une portion de route. Et ce sera toujours dans cet ordre, d'abord une portion terrestre, puis ensuite une portion de route, et pas dans l'autre sens, la portion de route devant nous amener jusqu'à une source d'approvisionnement, une boîte hors carte ou un port. La portion terrestre pourra faire jusqu'à 5 hexagones pour rejoindre une route. Les hexagones de Djebel ou de terrain difficile, qui ne sont pas sur la route, comptent double. Cette portion terrestre pourra traverser n'importe quel type de terrain, mais il y aura les limitations suivantes. On ne pourra traverser un hexagone de mer ou entrer dans des marais. On ne pourra traverser un bord d'hexagone d'escarpement, sauf s'il est sur une route ou si l'unité qui tente de tracer cette portion terrestre se trouve directement en contact de cet escarpement. On ne pourra avoir 2 hexagones de désert profond consécutifs. On ne pourra utiliser un hexagone occupé par l'ennemi. On ne peut pas traverser d'Isoc, à l'exception du tout premier hexagone de cette portion. Notez que les troupes amies annulent les Isoc où elles se trouvent. On ne pourra jamais traverser des Isoc superposés. Entrer dans un hexagone contrôlé par l'ennemi de ville, fortification ou aérodrome est interdit. La portion de route, s'il doit y en avoir une, pourra être de n'importe quelle longueur, mais elle doit respecter les contraintes suivantes. Elle ne pourra passer par des hexagones occupés par l'adversaire. Elle ne peut passer par une Isoc qui ne soit pas annulée par une de nos troupes. Et on ne peut entrer dans un hexagone vide mais contrôlé par l'ennemi pour les ports, villes, fortifications ou aérodromes. Il sera possible d'étendre des lignes de ravitaillement grâce à des MSU. Les MSU sont des camions qui auront chargé un SP. Une unité est considérée comme étant ravitaillée si elle arrive à tracer une ligne de ravitaillement jusqu'à un MSU et que ce MSU est lui-même soit ravitaillé, soit connecté à d'autres MSU, qui eux-mêmes arrivent à être ravitaillés. On pourra ainsi former une ligne de MSU afin de permettre de ravitailler des unités dans un endroit difficile ou entouré par l'ennemi. Mais c'est évidemment risqué. Si une unité est incapable de tracer une ligne de ravitaillement, elle est considérée comme non ravitaillée et reçoit un jeton out of supply qui implique les effets suivants. Elle ne pourra faire que du mouvement tactique et l'entrée dans une zone ennemie superposée lui est interdite. En attaque, sa capacité de combat est divisée par 2. Une avance après combat sera limitée à un hexagone, quelle que soit l'avance indiquée dans la table de combat. Et elle ne peut recevoir de remplacement. Elle conserve malgré tout sa défense, ses OC, son niveau de tank et sa qualité. Une unité qui a été non ravitaillée durant 2 tours doit normalement avoir un pion out of supply rouge. Si cette unité n'est pas un ASU et qu'elle est en contact avec une unité ennemie, elle devra faire un jet d'attrition. Chaque unité qui doit faire un jet d'attrition se référera à la table d'attrition qui devra faire 5 ou 6 si elle veut ne pas perdre de pas. Et elle bénéficie des modificateurs suivants. +1 si elle arrive à tracer une ligne de ravitaillement vers un aérodrome allié ou un QG allié qui n'est pas adjacent à l'ennemi. +1 si elle arrive à tracer une ligne de ravitaillement jusqu'à au moins une fortification de son camp. +1 si c'est une unité d'élite, mais -1 si c'est une troupe de mauvaise qualité. Les ASU auront eux un traitement un peu différent pour les jets d'attrition. Ils devront soit être empilés avec, soit être capables de tracer une ligne de ravitaillement vers une unité combattante amie qui ne soit pas un ASU. Sans quoi, ils sont automatiquement éliminés au lieu de jeter un jet d'attrition. Plusieurs pions et unités vont différer et apporter un peu de saveur et quelques règles particulières au jeu. Faisons le tour de quelques unités particulières. D'abord, les ASU. Nous en avons déjà parlé pour les combats, cela regroupe à la fois les QG et les groupes d'artillerie. Ce sont des unités mécanisées qui ont un empilement de 0. Elles peuvent utiliser les mouvements normaux, si ce n'est l'ASU Tobruk qui n'a le droit ni au mouvement ni à la retraite. Les QG peuvent être achetés en utilisant un point de ressources. Les groupes d'artillerie, eux, ne peuvent pas l'être. Les unités de reconnaissance sont de petites unités qui vous serviront pour ralentir l'ennemi à moindre frais. En effet, un hexagone où ne se trouve qu'une unité de reconnaissance peut ignorer la perte d'un pas sur un résultat D1 ou DS, tout en maintenant la retraite liée. Les autres résultats ne sont pas affectés. À Flak de 88, ces unités anti-aériennes converties en anti-tank sont une plaie pour les blindés alliés. Si elles ne permettent jamais de gagner un bonus de tank, elles permettent de l'annuler pour les tanks ennemis, que ce soit en défense ou en attaque. Mais surtout, le bel effet qui se coule, c'est qu'en cas de résultat d'échange ou de DRX, l'allié perd en plus de la perte prévue un pas de tank en plus, s'il en a un.
Il doit choisir sa perte avant que le joueur de l'axe ne lui applique celle qu'il choisit lui. Les groupes d'artillerie sont traités comme des ASU, sauf que contrairement au QG, ils ne peuvent servir de point d'entrée pour les renforts et ils ne fournissent pas de modificateurs pour les jets d'attrition. DAC, c'est le QG de l'Africa Corps, et contrairement aux autres QG, il ne possède pas d'artillerie. Il ne peut donc pas fournir de soutien d'artillerie, mais conserve ses autres prérogatives de QG. Voyons maintenant quelques pions de l'axe. Rommel. Celui-là, si vous êtes le joueur de l'axe, vous allez l'aimer. Une fois par tour, on peut utiliser le marqueur Rommel pour soit relancer un dé d'attaque ou de défense déterminé, soit donner plus de points de mouvement à une pile mécanisée d'unités allemandes. Cela ne concerne pas les unités disruptives ayant reçu du remplacement non ravitaillé ou ayant utilisé du mouvement tactique. Mettez le pion de Rommel sur la pile pour l'indiquer. Ce n'est qu'un pion, il n'est affecté en rien par la présence ou les actions de l'ennemi. Rommel est retourné sur sa face utilisée jusqu'au début du prochain tour. Le commando supremo. Les unités allemandes et italiennes ne peuvent lancer une attaque ensemble à moins que le joueur de l'axe ne joue le pion de commando supremo. Ce pion peut être acquis soit grâce à un événement, soit en l'achetant avec des points de ressources. Il n'est valable que pour l'impulsion en cours. Pour parler des unités aériennes, il faut d'abord parler de la supériorité aérienne. Elle sera soit absente, soit pour un camp ou l'autre. Et cela changera au fur et à mesure de la partie. Si un camp possède la supériorité aérienne, l'autre camp ne pourra ni acheter de pions de soutien aérien ou de maîtrisage, mais il pourra les obtenir par événement, ni utiliser ces pions de soutien aérien en défense, mais pourra toujours les utiliser en attaque. Quand on acquiert une unité aérienne, que ce soit en l'achetant ou par événement, si un pion est disponible, l'on le place dans notre zone indiquant la réserve disponible. On n'est pas obligé de l'utiliser durant l'impulsion où on le reçoit, ni même le tour. Ce soutien peut être utilisé quand on le souhaite. On pourra l'utiliser jusqu'à 16 hexagones d'un QG en bon état ou d'un aérodrome contrôlé par notre camp. Il y a 3 types de pions aériens. Le soutien aérien, soumis aux restrictions de supériorité aérienne, est fourni un décalage vers la droite en cas d'utilisation en attaque ou vers la gauche pour une utilisation défensive. Les pions de l'axe ne pourront être utilisés que dans des combats où se trouve au moins une unité de la même nation que l'avion. Les marqueurs du mitraillage, ou strafing, sont soumis aux restrictions de supériorité aérienne. Quand ils sont achetés, le joueur allié reçoit 2 de ces marqueurs. Il pourra les placer à portée d'un QG ou d'un aérodrome, pas plus de 1 par hexagone, rendant le coût d'entrée de cet hexagone plus élevé d'1 point de mouvement pour les déplacements normaux. On les placera aussi dans la phase de délai du camp allié et ils dureront tout l'impulse suivant. Enfin, l'axe aura à sa disposition un marqueur de transport aérien qu'il pourra utiliser pour transporter par les airs depuis l'Italie une unité non mécanisée d'un pas ou un remplacement d'infanterie pour la déposer dans un aérodrome ami non adjacent à une troupe ennemie. Cela consommera tout le mouvement de la troupe ainsi ramenée. Le Long Branch Desert Group, il est disponible via un événement ou acheté par le joueur allié. Ce pion représente les ancêtres des SAS et peut être placé sur un hexagone non occupé et non adjacent à l'ennemi et rendre le coût de ce déplacement dans cet hexagone plus élevé de 2 points de mouvement pour les déplacements normaux. Comme le marqueur strafing, il est placé lors de la phase de délai du camp allié et durera toute une impulsion. Voilà, on a fait le tour des unités et pions utilisés pour apporter des petites spécificités à ce stade d'opération. Comme vous avez pu le voir, on en a quand même quelques-uns. On recevra chaque tour des remplacements qui nous serviront soit à faire revenir une unité détruite sur sa plus petite face, soit à redonner un pas à une unité du même type que le type de remplacement. Les remplacements sont reçus durant la phase de préparation et sont indiqués sur la piste des tours. Ils sont soit d'infanterie, soit de tank, et sont pris dans la réserve de remplacement de chaque camp et placés dans la base de chaque joueur. S'il n'y a plus de pions disponibles, alors on ne pourra en ajouter de nouveaux. Notez que le joueur allié a un type de remplacement de tank lourd qui permettra de remplacer n'importe quel tank, y compris des Matilda. Les pions de remplacement sont des unités non combattantes, qui n'ont ni de valeur de combat, ni ZOC, et sont automatiquement renvoyés dans la réserve de remplacement s'ils sont attrapés seuls par une unité adverse. Ces pions peuvent bouger par eux-mêmes lors de la phase de mouvement ou utiliser du transport par camion, rail, avion ou bateau. Dès qu'on aura utilisé le pion de remplacement, il retourne dans la réserve de son camp. On prendra les pions de la nationalité indiquée sur la piste des tours. En cas de choix ENI,
Ce sera donc de n'importe quelle nationalité de notre camp, comme cela nous arrange, mais en respectant évidemment le type de remplacement annoncé. De même, quand 2 nationalités sont annoncées, on choisit celle que l'on souhaite venir. Pour utiliser un remplacement, cela se fait dans la phase initiale de l'impulsion du joueur actif. Il pourra utiliser un pion de remplacement du type de cette unité, qui est soit empilé avec elle, soit à 5 de portée de ce pion, en traçant une ligne de ravitaillement entre les deux, évidemment. L'unité ainsi ciblée gagne un pas, et le pion de remplacement est renvoyé dans la réserve de sa nationalité. Notez que l'on ne pourra faire plus d'un remplacement par unité par impulse, mais que l'on peut faire des remplacements sur des unités dans la boîte de réserve ou de retrait, comme si elles étaient dans le delta du Nil. On pourra aussi utiliser les remplacements pour faire revenir des unités détruites. Pour cela, le pion devrait être soit dans la base du joueur actif, soit empilé sur un QG en bon état et pleinement ravitaillé. Quelques restrictions à prendre en compte. On ne pourra la faire arriver au contact de l'ennemi, même si on a des troupes dans notre hexagone. Les Italiens et les Allemands ne pourront utiliser qu'un QG de leur nationalité. On peut dépasser la limite d'empilement à ce moment-là, mais il devrait être corrigé avant la fin de la phase de mouvement. Les QG et camions achetés ne fonctionnent pas pareil et commenceront eux dans la base du camp actif. Quand un remplacement a lieu, une fois l'unité ayant gagné son pas, on lui appose un marqueur de remplacement. Une unité avec ce marqueur ne pourra bouger que d'un hexagone, elle ne pourra pas utiliser de mouvements spéciaux ni sortir de sa base. Elle ne pourra pas conduire de combat, d'avance après combat ou de désengagement. Notez bien que la présence d'une unité avec ce marqueur empêche tout combat depuis l'hexagone où elle se trouve, même pour les unités qui n'ont pas reçu de remplacement. Durant la phase de préparation, on va à certains tours recevoir des renforts. Ils sont indiqués sur le plateau de setup et le renforcement de chaque camp. Pour l'allié, on place ces renforts dans la vallée du Nil, pour le joueur de l'axe dans la boîte d'Italie. Durant cette phase, on aura à opérer des départs, ring rolls. Des unités qui sont sur le terrain sont prélevées et renvoyées sur l'arrière. Un titre indicatif est indiqué l'unité exacte qui est retirée historiquement, mais le joueur pourra choisir celle de son choix du moment qu'il s'agit d'une unité du même type, de la même nationalité, et, si cela s'applique, avec le même niveau de tank. Il y aura tout de même une priorité à respecter avec par ordre décroissant des unités complètes ou réduites qui sont en ravitaillement complet ou par port. Des unités complètes ou réduites qui ne sont pas ravitaillées. Des rémanents avec priorité à ceux qui sont ravitaillés. Et ensuite des unités éliminées. Attention, pour le joueur allié, à partir du tour 12, on commence à retirer des unités australiennes. Celles-là même qui vont vous servir à défendre Tobruk. Alors pensez-y en amont. Les retraits, withdrawals, fonctionnent de la même manière que les départs, à l'exception que ce sont des unités qui reviendront en jeu plus tard dans la partie. Suivez les mêmes priorités et placez les unités prélevées pour les mettre dans la boîte dédiée sur la carte. Si une unité que vous retirez a déjà été détruite, prenez-la dans la boîte des unités détruites et mettez-la dans la boîte de retrait sur la plus petite phase possible. On aura aussi à opérer des améliorations et des conversions. Les alliés, notamment, vont recevoir plusieurs améliorations, principalement pour les tanks. Pour procéder à ces améliorations, on va suivre les étapes suivantes. Pour commencer, l'amélioration arrive durant la phase de préparation. On place le tank d'amélioration dans le delta du Nil, il pourra se déplacer normalement durant son impulsion. Ensuite, durant la même phase de préparation, on devra retirer une autre unité de tank alliée du jeu. Le tank retiré pourra l'être depuis la boîte des troupes éliminées, depuis le delta du Nil ou depuis une unité sur le terrain et ravitaillée. Si le tank que l'on a retiré n'était pas détruit, on peut alors transférer ses pas restants à des unités entamées nécessitant de recevoir du remplacement, qu'elles soient des unités détruites ou sur le terrain et complètement ravitaillées. L'unité qui reçoit ce remplacement doit avoir un niveau de tank inférieur ou égal à l'unité que vous convertissez. Elle recevra un jeton de remplacement. Si aucune unité ne peut recevoir ces remplacements, alors ils sont perdus. Voyez cela comme un transfert. Une unité A se voit affecter de nouveaux tanks plus costauds et donne ses anciennes machines à une unité B qui en a besoin pour compléter ses effectifs. Au tour 6, le joueur allié pourra convertir la 22e brigade de la garde par sa version motorisée. Remplacer une unité là où elle est, y compris si c'est dans la boîte des unités détruites. Au tour 10, les forces de l'Axe reçoivent aussi des conversions. La 5e division légère Panzer devient la 21e Panzer Division. Remplacez les pions là où ils sont. Une unité détruite le restera. Les unités remplacées pourront jouer leur tour normalement, sans restriction aucune.
Au tour 13, la conversion qui s'opère pour l'axe est un peu plus compliquée. À partir de ce tour, le joueur pourra remplacer 4 unités allemandes par 3 nouvelles unités. Il faudra que les paires d'unités indiquées à remplacer soient empilées ensemble pour que cela puisse se faire, mais seulement si les 2 unités sont vivantes. Si seule une unité est encore vivante, remplacez-la par la nouvelle unité. Si les 2 unités sont détruites, le remplacement a lieu dans la boîte des unités détruites. Bon, passons à un autre gros morceau, le déplacement naval. À la base, c'était assez simple. Une unité peut partir d'un port ami et naviguer vers un autre port ami. On place une unité devant le nouveau port et on gère alors l'attaque des convois. Si des unités survivent, elles sont placées dans le port d'arrivée. On distinguera 2 types de transport naval, le transport côtier et la traversée de la Méditerranée depuis l'Italie. Le transport côtier désigne le fait de partir d'un port africain et d'arriver vers un autre port africain. Chaque impulsion, chaque joueur pourra conduire gratuitement un transport côtier. Le joueur allié pourra, s'il le désire, acheter un second transport côtier en l'achetant avec un point de ressource. Chaque transport côtier permet de déplacer 2 points de transport. Les convois depuis l'Italie sont un mouvement naval qui n'est autorisé qu'à la première impulsion de chaque tour pour le joueur de l'axe. Les unités transportées arriveront en Tripoli, à moins que le joueur de l'axe ne dépense un point de ressources pour les amener directement à Benghazi. Notez que la taille d'un convoi est limitée par la capacité du port d'arrivée et que Tripoli n'a pas de limite, contrairement à Benghazi. De même, on aura quelques restrictions. On ne pourra faire un déplacement naval que vers un port contrôlé au début de notre phase de mouvement. Impossible donc de prendre un port et tout de suite faire un déplacement naval dans la foulée. Les unités qui utilisent le mouvement naval ne se défendent qu'à demi-puissance. Elles ne pourront se déplacer ni attaquer durant l'impulsion de déplacement naval. Il est possible de faire un mouvement naval vers ou depuis un port qui sera détruit en fin de tour. Tant que le port est contrôlé par des troupes amies, il est tout à fait possible de faire un mouvement naval vers ou depuis une ZOC ennemie. Une fois le mouvement naval effectué, mettez un marqueur de mouvement naval sur les unités utilisées afin de servir de rappel. Le transport naval permet de déplacer 2 points de transport, et on les calcule de la manière suivante. Chaque unité de combat vaut autant que sa valeur d'empilement. Un point de transport pour chaque pas des unités ayant une valeur d'empilement de 0. Donc les tanks, les ASU, la flaque de 88, les camions ou les SP, les MSU comptent pour 2 points de transport. Le déplacement naval est limité par la capacité d'un port qui est indiquée par une piste sur la carte pour chaque port. Cette capacité est le nombre de points de transport que chaque port peut embarquer et débarquer à chaque impulse. Cette capacité pourra évoluer durant la partie au fur et à mesure des actions des joueurs. Que ce soit par une action du joueur qui contrôle le port ou de son adversaire, à chaque fois on jettera un dé sur la table de destruction et le bombardement des ports, et si une touche est appliquée, alors le niveau du port est diminué de 1. Pour conduire la destruction d'un port que l'on contrôle, cela se passe à la fin du tour de mouvement, et il faut qu'on ait une unité dans le port ou dans un hexagone adjacent. Le joueur contrôlant le port pourra jeter un dé par case à droite du pion de capacité actuel. Il pourra ainsi tenter de réduire d'un coup un gros port qu'il est forcé de quitter en vitesse. De même, on pourra conduire des raids de bombardement contre un port ennemi. Ces raids sont acquis soit par événement, soit en les achetant avec des points de ressources. Dès que l'on est en possession d'un raid, on doit l'utiliser immédiatement. Si on attaque un port adverse, on jette un jet sur la table de destruction des ports, comme quand on tente de saborder un port que l'on possède. Notez que l'on peut, grâce à un raid, aussi tenter une attaque sur Tripoli ou la vallée du Nil. On garde la même piste, mais s'il y a une touche, alors l'opposant perd un point de ressource qu'il aurait accumulé là-bas. Et s'il n'a pas de ressources, on retourne le marqueur de point de ressources pour indiquer que la prochaine ressource du camp devra être annulée. On parle de détruire les ports, mais il sera aussi évidemment possible de les réparer. À la fin de sa phase de mouvement, un joueur peut réparer un port qu'il contrôlait au début de sa phase de mouvement, s'il y a une unité ou à côté de l'hexagone du port. Il peut dépenser un point de ressource pour augmenter la capacité du port d'un niveau. Le ravitaillement et la présence de zones adverses n'ont aucune influence sur la réparation des ports. On ne pourra réparer qu'un seul niveau de port par impulsion. Bon, c'est bien joli, on a parlé des mouvements navals, des ports, mais est-ce que ça ne serait pas un peu dangereux de se déplacer en bateau dans cette guerre où la puissance aérienne et sous-marine a tant d'importance ? Eh bien évidemment, oui. Lorsque l'on opère un déplacement naval, on risquera forcément de se faire attaquer. Et cela passe par 2 tableaux différents. Un pour le déplacement depuis l'Italie, ce qu'on appelle la piste de Malte, et un autre pour les mouvements navals. Concrètement, voici comment cela va se passer. À chaque déplacement naval, une fois que l'on a positionné les unités qui ont fait le déplacement à côté du nouveau port,
on va jeter 2 dés sur la table nommée Anti-Shipping Table. On va appliquer divers modificateurs que l'on verra après, et on va regarder la colonne correspondant au port d'arrivée. Logiquement, il y a des colonnes inversées pour l'axe et l'allié. Plus on s'écarte de sa source de protection, plus cela devient dangereux. Pour la colonne du port de destination, on regarde la ligne correspondant à notre résultat. S'il n'y a pas de chiffre, tout va bien. Le convoi n'a pas été repéré. S'il y a un chiffre, par contre, alors notre convoi est attaqué. Dans ce cas, le joueur lance un dé pour chaque pas de ses troupes, pour chaque SP à bord du convoi. Si le résultat est inférieur ou égal au chiffre indiqué, alors cela fait une perte. On peut donc potentiellement tout perdre sur un convoi. Cela m'est arrivé, ça pique. Le mouvement naval est donc dangereux. On ne l'utilise pas pour le fun, mais parce qu'on a besoin et qu'on n'a pas le choix. Pour amener des renforts dans un port assiégé, par exemple. Heureusement, le résultat de nos 2 dés initiaux sont modifiés de la manière suivante. -1 pour chaque aérodrome contrôlé par notre camp. Les marqueurs dédiés sont positionnés autour de l'anti-shipping table pour rappeler qui contrôle quoi. Au fur et à mesure des prises d'aérodrome durant la partie, il faudra donc penser à déplacer ces marqueurs. -1 si la crête est contrôlée par notre camp. Elle passe automatiquement sous contrôle de l'axe au tour 6. Enfin, -1 s'il s'agit du 3e impulse du tour. On aura donc jusqu'à un total de -7 sur notre dé. Cela sert bien au début de la partie, quand on est le joueur allié, mais plus la partie avance, plus le joueur de l'axe devrait prendre le contrôle de l'aérodrome et rendre donc le transport naval dangereux pour les alliés. Enfin, notez que lorsque notre convoi transporte des troupes, on considère que le convoi bénéficie d'une escorte renforcée. Ainsi, s'il y a bien une attaque sur le convoi, pour connaître la force de l'attaque, vous bénéficiez d'un +1 sur chaque dé concernant un pas de troupe. Ce +1 ne s'applique donc ni au ESP, ni au remplacement, ni au camion. Pour les attaques de convois franchissant la Méditerranée, il y a une petite différence. On n'utilise pas la table anti-shipping, mais celle des convois italiens couplée avec la piste de Malte. Malte est une petite île de l'Empire britannique, au sud de la Sicile et donc logiquement sur la trajectoire des convois italiens. Aussi, son contrôle est-il vital pour l'Angleterre et sa neutralisation importante pour l'axe. Pour représenter la force de nocivité de Malte, une piste dédiée est représentée. En fonction de l'emplacement du pion de suppression de Malte, un modificateur va influencer les convois italiens. On commence la partie en colonne -2, donnant un bonus au convoi italien. Durant chaque phase de préparation, un joueur aura l'opportunité de jeter un dé pour faire évoluer la piste de Malte. Durant les tours 1 à 5, puis 19, c'est le joueur de l'axe qui pourra jeter un dé pour tenter de décaler la piste vers la gauche. Le jet à faire est indiqué sur la ligne grise. Les autres tours, c'est le joueur allié qui, lui, tentera un jet pour le faire évoluer vers la droite et ainsi accroître la pression sur les convois venant d'Italie. Il a lui aussi sa propre ligne qui indique le jet à faire. Les convois venant d'Italie sont importants, car contrairement à l'allié qui a ses renforts qui arrivent directement sur le théâtre d'opération, pour l'axe, tout arrive en Italie et devra forcément franchir la mer si l'on veut pouvoir soutenir l'attaque de l'Africa Corps. Le joueur allié aura donc tout intérêt à faire évoluer la piste de Malte vers la droite, et le joueur de l'axe, lui, à neutraliser l'île autant que possible. Le tableau des convois italiens fonctionne exactement de la même manière que le tableau de l'anti-shipping, sauf que dans les bonus-malus, uniquement sont pris en compte ceux de Malte. Notez par ailleurs que cette piste de Malte pourrait être influencée par les points de ressources, dont nous allons parler maintenant. On en a déjà parlé plusieurs fois durant la vidéo. Une des spécificités de ce jeu est qu'on va avoir, au début de chaque impulsion, à jeter un dé pour savoir quel événement s'applique. Rien de fou, ni de très profond, mais cela va ajouter une petite couche unique à chaque partie. Au début de son impulsion, chaque joueur lance 2 dés et regarde ce que lui indique la table d'événements de son camp. Le résultat sera soit un point de ressource, soit des pions ou des actions. Le joueur allié pourra ainsi recevoir le pion du Launch Runs Desert Group, un pion de soutien aérien, un point de ressource, un raid gratuit sur un port ennemi, l'amélioration de la piste de Malte d'un cran vers la droite, ou un soutien aérien, plus un bombardement de port. De son côté, le joueur de l'axe pourra recevoir les bonus suivants. La construction gratuite d'une fortification ou la réparation d'un port. Un soutien aérien italien, un autre allemand, un point de ressources, le pion commando supremo, un raid de bombardement gratuit, ou le déplacement du marqueur de Malte de 2 crans vers la gauche. On a donc à chaque impulsion une chance d'avoir quelque chose d'intéressant pour nous aider. Les points de ressources que l'on aura gagnés peuvent s'accumuler jusqu'à un maximum de 4. On pourra ensuite les dépenser durant notre tour en achetant des bonus décrits dans le tableau 23.2.2 de l'aide de jeu. Comme vous pouvez le voir, la moitié des bonus sont communs aux deux camps.
On a ensuite 3 bonus propres aux joueurs alliés. Le Long Range Desert Group, l'achat d'un second convoi naval ou le déplacement de Malte d'un cran pour 2 ressources. Le joueur de l'axe aura lui la possibilité 4 bonus différents. Un transport aérien, le pion commando Supremo, faire arriver le convoi italien vers Benghazi ou décaler la piste de Malte de 2 crans vers la gauche. Vous aurez noté que cela coûtera 2 points de ressources au joueur allié pour décaler Malte d'un cran, quand cela ne coûte que 1,5 point pour le joueur de l'axe. Une petite dissymétrie ici à prendre en compte dans vos choix d'achat. De même, comme vous pouvez le voir, dans le socle commun, on pourra acheter des fortifications, alors que seul le joueur de l'axe peut en recevoir gratuitement durant les événements. En début de partie notamment, le joueur allié aura très souvent à dépenser ses points de ressources en fortification. Notez que les achats ou gains par événement, qui offrent un pion, sont limités strictement par la quantité de pions disponibles. Certes, vous pouvez les économiser pour plus tard, mais ne thésaurisez pas trop, vu le nombre de marqueurs est très limité, parfois à 1. On vient d'en parler pour les événements et on les avait abordés durant le combat. Il sera possible de construire des fortifications. Leur construction, à part sur l'événement, se déroulera en 2 étapes. La première consistera à acheter un pion de fortification pour 1 point de ressources et de lancer sa construction. La seconde sera de réussir à terminer la construction. La construction de la fortification pourra se faire soit sur la case d'une unité en ravitaillement total ou par port, soit sur une case adjacente à cette unité qui ne soit pas une ISOC vide de troupes amies. À chaque début d'impulsion, on regarde s'il y a des fortifications qui ont été démarrées et on jettera un dé pour savoir si les travaux sont terminés. Pour terminer les travaux, il faut que l'unité soit ravitaillée complètement, ou par port, et jeter un D6. Sur 1 à 3, la fortification est terminée. Sinon, on pourra relancer un jet à la prochaine impulsion. Notez qu'à certains endroits de la carte, il y a des zones déjà aménagées, nommées Existing Groundworks. Des constructions construites sur ces 5 hexagones n'ont pas besoin de jet pour être finalisées et sont complétées automatiquement tant qu'une unité amie ravitaillée est présente. Construire une fortification dans un hexagone empêchera toute attaque depuis cet hexagone. On ne pourra évidemment construire qu'une fortification par hexagone et chaque camp est limité à 14 pions. Une fortification est détruite soit volontairement, soit par le joueur qui l'a construit, soit quand une unité adverse parvient à prendre le contrôle de l'hexagone où elle se situe. Enfin, rappelons qu'une fortification seule ne sert pas à grand chose contre un adversaire et ne peut empêcher son déplacement. Pour terminer sur le sujet, rappelons leur utilité. Les fortifications doublent la défense de toutes les unités non mécanisées qui sont dessus, divisent par 2 la force d'attaque des véhicules de l'attaquant et annulent les bonus de tank des unités d'attaquant. Faites le calcul, avec une valeur de défense de doublée et un maximum de points de défense de 15 dans un combat, la moindre unité d'infanterie indienne ou australienne, qui contrôle un hexagone protégé par une fortification, devient donc un point de défense solide. Cela se verra rapidement si vous devez défendre Tobruk et avez fortifié la zone. De même, une fortification vous offre un jet de défense déterminé plus facile que sur les autres terrains. C'est là son deuxième effet important. Malgré tout, en cas de résultat de 4 sur le jet de défense déterminé, vos troupes tiennent mais la fortification est détruite. Il faudra réussir à la reconstruire, et cette fois-ci sous le feu de l'ennemi. À la fin de chaque impulsion survient la phase de délai. Durant cette phase, le joueur actif pourra poser 1 ou 2 pions de délai, selon ce qu'il a de disponible, pour tenter de ralentir les avancées adverses. Ces marqueurs représentent tout un tas de concepts, mais l'idée derrière est de montrer que les déplacements ne sont pas si faciles et qu'il y a toujours des contraintes qui s'ajoutent. Entrer dans un hexagone où se trouve un marqueur de délai ajoute 1 point de mouvement au coût d'entrée normal de l'hexagone. Mais cet effet n'est pris en compte que pour le déplacement normal et n'aura pas d'effet sur le déplacement tactique, pareil, l'avance après combat, la retraite, ni même sur les lignes de ravitaillement. Et ils n'auront d'effet que sur le camp adverse, évidemment. Durant sa phase de délai, le joueur actif pourra placer 1 ou 2 pions de délai disponibles sur la carte en respectant les contraintes suivantes. Ils ne peuvent être placés sur une unité adverse ou adjacente à l'une d'elles, y compris les fortifications adverses. Ils ne peuvent être placés à côté d'un autre pion de délai du même camp, et ils ne peuvent être placés sur un port ou un aérodrome contrôlé par l'adversaire. Après le placement, le joueur actif lancera 2 dés. Chaque dé indiquant le numéro d'un pion de délai, 1 ou 2 donc, fera retirer immédiatement ce pion de délai pour qu'il revienne disponible sur la piste des pions de délai.
Ensuite, le joueur dont c'est le tour peut volontairement retirer son ou ses marqueurs et les remettre disponibles pour l'impulsion suivante. Enfin, à la fin de cette phase de délai, on doit normalement retirer tout pion de délai empilé avec une unité adverse. Notez que les pions de Strafing et de Long Range Desert Group sont aussi placés durant cette phase. À la fin de chaque tour, après les impulsions des deux joueurs donc, aura lieu la phase d'attrition du ravitaillement. Durant cette phase, chaque joueur jettera 2 dés et consultera le résultat de la table d'attrition de son camp, présente sur la carte du jeu. Le résultat de ce jet indiquera une section de la carte. Ces sections sont délimitées par de petits points blancs pour vous faciliter la vie. Si le joueur qui a jeté le dé possède des unités de combat dans cette section ou plus loin qu'elle, alors le joueur devra enlever soit un SP, soit retourner un ASU sur sa face utilisée. S'il n'en a pas disponible dans ce secteur, il devra le faire avec un pion de SP ou d'ASU, le plus proche de ce secteur, par la terre. Si ce n'est pas possible, alors toutes les unités du joueur sont marquées comme non ravitaillées. Notez que cela ne concerne pas les unités présentes dans la boîte hors carte, que sont Alexandrie ou Tripoli. Malgré tout, cela risque de faire très mal si vous tombez dans cette situation. Quand on regarde le secteur concerné, le joueur de l'axe ciblera donc ce secteur, et ce plus à l'est, alors que le joueur des alliés comptera ce secteur, et ce plus à l'ouest. Il est donc tout à fait possible de ne pas avoir à retirer de SP durant cette phase, et vous l'espérez le plus souvent possible, car vos pions de SP sont rares et précieux. Mais il faudra toujours, dans vos calculs, bien prendre en compte cette phase d'attrition du ravitaillement, au risque de retrouver toutes vos unités non ravitaillées et subir les conséquences de ce pion. Notez que les unités marquées ainsi, comme non ravitaillées, seront vérifiées à la phase du supply de l'impulsion suivante. Elles ne seront donc en théorie affectées que pendant une impulsion. Mais c'est déjà largement assez impactant sur une partie. Le jeu propose 3 scénarios. L'arrivée de Rommel, qui dure 7 tours et vous permettra de jouer l'offensive de l'axe, visant à contrôler le plus d'hexagones de victoire possible en un temps court. La campagne complète, qui vous fera jouer les 19 tours au grand complet, de l'offensive initiale à l'éventuelle stabilisation du front qui débouchera sur une contre-attaque des alliés. Scénario épique garanti, avec des hauts et des bas pour les deux camps et pas mal de difficultés. Et enfin l'opération Crusader, qui se focalisera sur la contre-attaque des alliés et ne durera que 3 petits tours. Il y en a donc un peu pour tous les goûts. Crusader tiendra sur une grosse demi-journée, l'arrivée de Rommel sur une journée et la campagne complète sur 2 jours. Mon cœur va évidemment sur la campagne complète, mais si vous n'avez que peu de temps, Crusader vous offrira un challenge sympathique. Chaque scénario va vous indiquer la mise en place, le statut des différentes pistes, les règles propres au scénario et les conditions de victoire. La victoire justement. Sur le scénario de la grande campagne, les points de victoire vont être calculés chaque tour en fonction du nombre d'aérodromes contrôlés par le joueur de l'axe et à la fin de chaque tour. En gros, on va faire la différence entre la situation historique et l'état de votre partie. Par exemple, à partir du tour 4 et jusqu'au tour 17 inclus, le joueur de l'axe doit contrôler 3 aérodromes. Chaque tour, à la fin du tour, on va recalculer tout ça. S'il n'en contrôle que 2, le pion de victoire se déplace d'un cran vers la victoire alliée. S'il en possède 4, le pion se décale d'un cran vers la victoire de l'axe. S'il en a 3, le pion ne bouge pas. Si on atteint plus 12 ou moins 12, une victoire automatique se déclenche pour le camp qui atteint son maximum. Évidemment, sauf énorme catastrophe, vous ne verrez jamais ces extrémités ou alors bien tard dans la partie. Pour la partie de grande campagne que j'ai pu faire, l'Allemand a gagné à la fin du tour 19 avec un delta de plus 5, alors que la moitié de la partie a été très clairement en faveur de son camp, avant que je ne puisse reprendre un peu l'ascendant. Donc clairement, je pense qu'on aura souvent de petits écarts de points de victoire. L'arrivée de Rommel demandera à l'axe de contrôler au moins 7 objectifs, des ports ou des aérodromes, sur les 10 possibles proposés par le scénario. L'axe gagne s'il en contrôle au moins 7, l'allié gagne sinon. Enfin, pour Crusader, le scénario donne 5 hexagones objectifs dans le secteur de Tobruk à contrôler. Le joueur qui en contrôle au moins 3 à la fin du tour 19 gagne. Les scénarios apportent donc des manières assez diverses de gagner, mais il se focalisera sur ce qui donne le contrôle dans ces vastes étendues, les ports et les aérodromes. Bon, on a fait le tour d'une très large majorité des règles, mais que cela ne vous empêche pas de lire le livre de règles. Au contraire, la vidéo se veut un support pour apprendre. J'espère en tout cas
que cela vous a plu et vous sera utile. Globalement, j'ai été très agréablement surpris par le jeu. Ayant déjà joué à 2 autres opus, j'ai un peu bougonné en voyant les tables de règles en plus, et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas pour rien et que cela apportait une profondeur au jeu qui le rend vraiment très bon. Après 3 parties de Normandie 44, 2 de France 40 et 1 de North Africa 41, j'avoue avoir un petit faible pour ce dernier. Le théâtre d'opération est immense, permettant une mobilité intéressante, mais malgré tout limité par un réseau routier presque absent. Les pistes pour le transport naval apportent un peu d'aléatoire et de rebondissement plutôt sympa. Et le fait de devoir utiliser des pions de supply pour lancer des offensives force le joueur à s'organiser, préparer à l'avance, à ne pas gaspiller ce qu'il reçoit. Vraiment, c'est une grande réussite et un grand oui. Et je dis cela alors que durant ma partie, j'ai eu la poisse durant la première moitié, perdant beaucoup trop de troupes pour espérer gagner, mais jusqu'à la fin, ça a été intense, tendu et intéressant. Les règles particulières à cet opus vont demander un peu d'exercice mental, surtout pour ceux qui, ayant déjà joué à d'autres opus de la série et qui, comme moi, y vont en mode feignant, pensent maîtriser une bonne partie des règles. J'ai vraiment accroché à cet opus et j'ai bien envie de m'y relancer pour explorer d'autres possibilités sur le scénario de la campagne complète. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours, signaler des erreurs dans la vidéo ou à poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. De même, si vous avez des suggestions de jeux, j'irai regarder avec joie. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé jusque-là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Wargame.